Nous allons vous présenter le projet PTV. Il consiste à travailler sur le paillage à la paille, qui est une alternative aux herbicides, mais aussi une méthode fertilisante. Pour comprendre les objectifs du projet PTV, il faut connaître les résultats d'un projet antérieur qui s'appelait CAPT, qui visait à traiter 2 leviers contre les adventices, l'enherbement et le paillage. Avec le paillage à la paille, on a constaté de bons résultats dans le contrôle des adventices et que la mécanisation était possible, moyennant quelques aménagements dans le schéma de plantation. Mais on a également constaté dans beaucoup de nos essais un gain de croissance des productions. C'était le cas sur bulbes, sur cerisiers, sur pommiers. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de fin d'azote qui aurait pu être envisagé avec le C sur N élevé de la paille. On n'a jamais constaté de fin d'azote et souvent on a même constaté donc un gain de croissance. Le projet PTV a 3 objectifs principaux. Le premier est de travailler sur les problèmes de coût ou de disponibilité de la paille. Pour cela, nous allons travailler sur son autoproduction et sur le test d'autres sources comme le colza. Deuxièmement, nous essayons de comprendre pourquoi il n'y a pas de fin d'azote. Pour cela, on va étudier le cycle de l'azote dans des sols paillés ou témoins, et en particulier en étudiant les communautés microbiennes. Et enfin, nous aimerions savoir si cette technique est transposable à d'autres filières, et là, nous travaillons avec l'IFV sur la filière vigne, de la vigne mère à la vignagée. Commençons par le cycle de l'azote. La vidéo suivante va vous expliquer notre hypothèse de modification du cycle de l'azote qui permet d'expliquer la fertilité des sols. Alors, qu'entend-on par le cycle de l'azote? Pourquoi la paille en surfaçage ne provoque pas de fin d'azote malgré un C sur N élevé? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Alors, quand on pense au cycle de l'azote ou à l'utilisation de l'azote, classiquement en production, on va avoir notre sol et puis on va avoir nos plantes avec leurs racines. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter de l'engrais à cette plante, l'engrais sous forme de nitrate ou d'ammonium, voire les deux, et hop, ça va dans la plante et ça fait pousser la plante. Voilà, alors ce qui est fait aussi, c'est les précédents culturaux, c'est-à-dire je vais faire, avant de faire ma culture, je vais faire un précédent, donc je vais faire une fabacée, et sur ces racines, elle a une symbiose avec des bactéries qui va absorber l'azote de l'air et le transformer en ammonium. Cet ammonium est utilisé par la plante et il est stocké dans les racines. Quand on va détruire notre culture, notre précédent avant de mettre en place notre culture, cet ammonium, cet azote va être libéré dans le sol. Donc on va le retrouver sous forme libre dans le sol. Tant que la légumineuse est vivante, notre ammonium n'est pas accessible. Et du coup, lorsqu'on met notre culture, on a déjà de l'azote dans le sol disponible à cause du précédent qui va être absorbé et si besoin, on peut rajouter sous forme d'engrais du nitrate pour un coup de booster. Voilà. Donc là, vous voyez bien qu'on n'a pas un cycle de l'azote, on a une utilisation de l'azote et on voit comment on nourrit la plante. Alors, que devient cet azote dans le sol? Dans les sols agricoles, en général, ils sont travaillés et ce travail du sol va le rendre plus compact, ce qui fait que va y avoir notre oxygène va avoir du mal à pénétrer dans le sol. Or, il y a un processus naturel qui s'appelle la dénitrification, c'est-à-dire que quand on a du NO3- dans le sol en excès sous forme libre et qu'il n'y a pas d'oxygène dans le sol, alors les bactéries, certaines bactéries vont utiliser ce nitrate pour vivre et en fait vont transformer ce nitrate par différentes voies en plusieurs formes d'azote
Donc, il va y avoir du NO, du N2O, et au final, on va arriver à de l'azote atmosphérique. Cet azote atmosphérique, c'est pas grave, c'est une forme tout à fait neutre, ça n'explose pas, ça fait rien, c'est pas un gaz à effet de serre. Par contre, cette forme d'azote-là, ça c'est un très grand gaz à effet de serre, c'est 300 fois le CO2. 1 molécule de protoxyde d'azote, c'est le gaz qui fait rire dans les cartouches de Chantilly, équivaut à 300 molécules de CO2. Alors, ce processus, ça s'appelle donc la dénitrification, et ça se produit quand les sols sont où il n'y a pas d'oxygène ou peu d'oxygène dans le sol. Alors maintenant, essayons de construire un cycle complet de l'azote et on va intégrer la paille là-dedans. Donc, un cycle complet, c'est-à-dire je vais partir d'une molécule, l'azote atmosphérique, et je vais tourner et je vais voir comment il est intégré dans le sol, comment il se transforme dans le sol et comment il ressort du sol pour redonner de l'azote. Donc, ici, il y a deux moyens pour que l'azote soit fixé, la fixation de l'azote, dans un sol. Donc, il y a déjà un premier moyen qu'on a vu, c'est les légumineuses. Mais il y a un deuxième moyen qui va donner exactement la même molécule, NH4, sauf que là, avec les légumineuses, c'est quand elle est détruite qu'on obtient le NH4. Ici, c'est immédiat. Et ce deuxième processus, ce sont des bactéries qu'on appelle diazotrophes. Donc diazotrophes, ça veut dire qu'ils mangent le diazote. Donc ils mangent le N2. Et ces bactéries sont libres, elles ne sont pas en symbiose avec des plantes, et elles sont dans les sols où il y a beaucoup d'oxygène. Et là, vous voyez que l'oxygène est très importante, parce que là, il vous faut, pour faire ce côté-là, il vous faut absolument de l'oxygène à l'endroit où il y a les bactéries. Ces bactéries ont été négligées pendant très longtemps par les agronomes, parce qu'on est sur des systèmes où les sols sont plutôt asphyxiants, et du coup, leur impact est faible dans les sols asphyxiants. Par contre, lorsqu'on va travailler avec du paillage ou avec d'autres méthodes où on ne travaille pas trop le sol, leur impact devient assez fort. Donc, après ce NH4 va se transformer dans le sol en présence d'oxygène également en NO3-, et les plantes, elles vont absorber par leurs racines les deux formes, à la fois le NH4 et le NO3. On pense qu'il n'y a que les nitrates qui sont absorbés, mais non, le NH4 est aussi très bien absorbé par les plantes. Et après, je vous ai dit, lorsqu'il n'y a pas, donc ces nitrates sont lessivés, c'est un moins, donc ils ne sont pas retenus dans le sol. Et lorsqu'il n'y a plus d'oxygène, ils vont repartir dans l'atmosphère sous forme d'azote et de protoxyde d'azote avec la forme qu'on ne veut pas. Et là, on a bouclé notre cycle, puisqu'on a l'azote et azote. Les plantes, quand elles meurent, vont former de la matière organique et les décomposeurs vont retransformer tout ça en NH4. Donc voici un cycle de l'azote simplifié. Donc ici, on a dit, c'est quand il n'y a pas d'oxygène. Donc, lorsqu'on fait, en fait, la fin d'azote, c'est un processus où les bactéries vont consommer du carbone pour leur vie, hein, et elles ont besoin d'une certaine quantité d'azote pour assimiler le carbone. C'est-à-dire que pour assimiler une molécule de carbone, il leur faut tant d'azote. L'équilibre le meilleur pour les bactéries, c'est environ de 10 à 20. Donc 10 à 20 molécules de carbone sont assimilées avec une molécule d'azote. La paille, elle a un C sur N de 100 à 150, ce qui fait que si on est dans un sol asphyxiant, qu'on n'a pas les bactéries diazotrophes, les bactéries du sol qui vont vouloir assimiler le carbone
de la paille vont devoir absorber tout plein d'azote, vous voyez 10 fois plus d'azote, vont devoir trouver dans le milieu 10 fois plus d'azote que ici pour réussir à assimiler le carbone. Et cet azote, elles le trouvent ici, et c'est ce qu'on appelle la fin d'azote. Les bactéries vont absorber cet azote-là, donc elles rentrent en concurrence avec les plantes, et la plante n'a plus d'azote, et du coup on a ce qu'on appelle la fin d'azote. Or, quand on est dans notre paillage, on le met en surface du sol. On le met ici. On ne l'incorpore pas dans le sol, surtout pas. Ce qui fait que là, notre paillage, il est vraiment à l'interface entre le sol et l'air, et du coup, il est totalement rempli d'azote et d'oxygène. Donc on n'a pas de problème d'aération. Et là, c'est nos bactéries diazotrophes qui vont prendre le dessus, et elles, en fait, pour décomposer ça, l'azote, au lieu d'aller le chercher sous forme de nitrate, puisque là, dans le sol, c'est la seule forme d'azote qu'elles trouvent facilement, ces bactéries-là, et bien celles-ci, elles vont utiliser l'azote qui va venir ici compléter le ratio pour arriver à un ratio de 10 à 20, elles vont prendre l'azote atmosphérique. Donc là, on a notre azote atmosphérique qui va venir ici pour consommer le carbone. Ici, on a les bactéries. Donc le carbone de la paille va aux bactéries, et du coup, les bactéries, elles, en faisant cette réaction, elles relarguent du NH4+. Donc là, on a le principe de ce qu'on appelle l'auto-fertilité des sols, c'est-à-dire qu'en apportant de grandes quantités de carbone sur un sol très aéré avec beaucoup de vie, donc plus oxygène, plus vie élevée, ça va entraîner que beaucoup d'azote va se transformer en NH4+, qui va fertilisation des sols. Donc ça, c'est le principe qui explique pourquoi le paillage à la paille de blé ne provoque pas de fin d'azote et même améliore les rendements au niveau du champ. Voilà, j'espère que j'ai été clair et vous pourrez poser des questions à la fin de la présentation. Ainsi, nous pensons que ce sont essentiellement les bactéries diazotrophes qui dégradent la paille et qui apportent de l'ammonium dans le sol. Pour vérifier cela, on a mis en place plusieurs mesures, comme des mesures de croissance au niveau des plantes, des mesures d'azote dans le sol, mais aussi du métaséquençage des micro-organismes du sol ou des mesures des vers de terre et des nématodes. Voyons maintenant quelques résultats. Voici la parcelle de vigne mère quelques semaines après sa plantation. Donc à gauche la parcelle témoin et à droite la parcelle paillée. Ici vous voyez le résultat en août, c'est-à-dire 2 mois après la photo précédente où on voit sur la parcelle paillée les vignes qui ont nettement plus cru que sur la parcelle témoin. Ici vous avez la parcelle de l'IFV avec des jeunes plantes vignes qui ont été plantées en 2019. Donc on voit bien à droite la parcelle paillée avec des vignes plus développées et plus vertes par rapport à gauche la parcelle binée. Ici, nous avons un graphique qui montre la croissance des plantes tout au long de la saison, avec en jaune les vignes paillées qui n'ont pas cessé leur croissance pendant tout l'été, même pendant la période de canicule, alors que les parcelles enherbées ont toutes arrêté leur croissance début août. Ici, vous avez des mesures d'azote. Donc là, on parle de déficit ou de gain d'azote par rapport au point zéro, c'est-à-dire quand on a planté les vignes. À gauche, vous avez la parcelle témoin, où vous voyez qu'on a un assez fort déficit d'azote dans les parcelles, que ce soit en avril ou en juin, et l'ammonium, qui est le petit barre bleu, est aussi en déficit. Sur le graphique de droite, vous avez la parcelle paillée où l'on voit que le déficit est beaucoup plus faible que dans la parcelle témoin et on a même un gain d'ammonium. Donc ça confirmerait l'hypothèse que la paille, en se dégradant, va produire de l'ammonium. Concernant les vers de terre, ce graphique montre que la parcelle paillée en compte un nombre beaucoup plus important. C'est la première ligne de ce graphique. Le témoin est juste en dessous avec très peu de vers de terre. Et dans les zones enherbées, on en constate un petit peu plus que dans le témoin. On constate aussi que ce sont surtout les vers de terre de surface, dits épigés, qui sont fortement augmentés.
Les autres aussi sont augmentés, mais dans une moindre mesure. Ainsi, tous ces résultats sont très encourageants et nous pouvons déjà identifier certains leviers qui peuvent expliquer la meilleure fertilité des parcelles paillées. Nous pouvons citer la meilleure humidité du sol, la limitation des fortes températures, la forte population des vers de terre épigés qui va dégrader la paille et aérer le sol. Et enfin, grâce à nos sondes O2 du sol, on a pu mesurer une activité biologique plus importante dans les sols paillés. Enfin, certains indices tendent à confirmer notre hypothèse que la paille, en se dégradant, va libérer de l'ammonium qui va soit être directement absorbé par les vignes, soit va être transformé en nitrate grâce à la meilleure aération du sol. J'en ai fini de la présentation et maintenant je vous laisse poser vos questions. Merci de votre attention. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. La présentation du cycle est un peu longue, mais je trouve que ça donne de bonnes bases explicatives pour justement montrer que le paillage, c'est-à-dire lorsqu'on n'enfuit pas la paille, on n'a pas de risque de fin d'azote. Nous allons donc passer aux questions. Alors, on a eu une question là sur le chat par rapport à la paille, justement. Donc, quel type de paille on peut utiliser? Est-ce qu'il y a une qualité particulière qu'il faut pour notamment éviter les repousses? Et qu'en est-il de la paille bio? Est-ce que c'est plus intéressant ou pas que la paille conventionnelle? Alors, au niveau de ce sujet, c'est un levier, vous avez vu, qui est quand même très intéressant, qui permet de bien contrôler les adventices et d'avoir une meilleure croissance des plantes. Mais on a un problème, c'est justement l'approvisionnement en paille, parce qu'il est pas toujours évident. Certaines années, on est en pénurie de paille, donc on n'arrive pas à en trouver, ou sinon à des prix très chers. Donc là, il y a deux options, c'est produire soi-même sa paille sur des parcelles en rotation, ou bien utiliser d'autres matières premières que la paille de blé. On a déjà testé l'orge. L'orge marche beaucoup moins bien que le blé. On suppose que c'est parce que le tube de la paille est beaucoup plus flexible et qui va se compacter, se refermer assez rapidement avec la pluie. Et que du coup, on a au niveau du sol une zone qui est totalement gorgée d'eau. Et quand vous avez vu que l'oxygène est tout à fait indispensable pour avoir le processus de fertilité. Donc, on suppose que c'est pour ça que ça marche pas très bien avec l'orge. Actuellement, on est en train de tester de la paille de colza et on aurait d'autres matières premières à tester puisque a priori c'est vraiment ce rapport C sur N qui est important. Donc avoir une matière qui n'est pas ligneuse mais plutôt de la tige sèche d'herbacée entre guillemets et qui reste aussi avec des formes bien ouvertes pour conserver l'aération jusqu'à la surface du sol. Donc effectivement, première chose, on est en train de travailler pour tester d'autres matières premières pour avoir une alternative à la fourniture de la paille. Deuxième chose, la paille bio, l'origine bio de la paille, qu'elle soit de blé, de colza, d'autres choses. Lorsqu'on va amener de la paille sur sa parcelle, on va amener tout ce qu'il y a dans la paille. Ça nous est déjà arrivé d'avoir un lot de paille avec énormément de graines de blé à l'intérieur et du coup on a refait un champ de blé là où on a paillé. Donc il faut vraiment être vigilant sur la qualité de la paille, c'est-à-dire avoir des moissonneuses qui sont performantes et qui retirent bien l'ensemble des graines. Je vous ai dit également que la structure était très importante, donc il faut surtout que la paille ne soit pas hachée, il faut que la moissonneuse ne nâche pas la paille, il faut qu'elle reste intègre. Après la paille bio, en bio, on va avoir plus d'adventices, donc quand on va récolter, on va avoir plus d'adventices dans la paille et donc plus de risque d'apporter des graines autres que ce qu'il y a déjà dans le terrain. Alors pour la majorité des annuelles et tout ça, c'est pas très grave, elles vont pas germer puisqu'elles vont rester en l'air. Mais par contre, pour certaines adventices comme le chardon, s'il y a du chardon des champs à l'intérieur d'un lot de paille, ça peut être problématique et on peut avoir des repousses de chardon dans la paille. J'espère que j'ai bien répondu à ces questions. On a une autre question par rapport à la fréquence de paillage. Quand on paille une parcelle, à quel moment il faudra la repailler cette parcelle? Alors, en général, c'est environ tous les 6 mois, c'est-à-dire on fait 2 paillages par an. Il est difficile de donner une date précise parce que ça va dépendre beaucoup du climat
et ce climat influence beaucoup la vitesse de dégradation de la paille. Donc nous, en général, on fait un premier paillage en avril, mai, et le second paillage, il va s'étaler entre septembre et novembre, suivant le climat qu'on a. Si on a un climat très sec, eh ben, la paille va mettre beaucoup plus de temps à se dégrader que si on a un climat humide. Donc la bonne réponse, c'est quand on commence à ne plus avoir de paille, quand on commence à avoir le sol, il faut repailler. Est-ce que ça va dépendre aussi de l'épaisseur de paille qu'on met dès le départ ou pas forcément? Oui, oui, bien sûr. Plus on va mettre une épaisseur importante, moins on va avoir à repailler. Faut être vigilant, faut pas mettre trop peu de paille parce que trop peu de paille, ça n'a pas d'efficacité contre les adventices, donc ça sert à rien. Faut pas en mettre trop non plus parce qu'elle va mettre trop de temps à se dégrader et elle va se compacter entre le sol et le paillage. Et du coup, on a un effet asphyxiant et un effet néfaste. Nous, on paille avec des hauteurs d'environ 5 à 10 centimètres de paillage, ce qui correspond à 1 kg, 1,5 kg de paille par mètre carré. Sur une parcelle justement qu'on va pailler, est-ce qu'on répartit la paille de façon uniforme entre le rang et les autres rangs ou est-ce qu'on peut jouer sur les épaisseurs pour faire notamment des économies par exemple? Alors, on est vraiment là, on est sur une technique qui n'est pas de la substitution. On ne change pas, par exemple, le binage de l'interrang par du paillage. Pour avoir l'intérêt total du paillage, à mon avis, il faut pailler entièrement l'ensemble de la surface. C'est-à-dire arrêter le binage de l'interrang et pailler tout l'interrang et le rang. Ça, c'est comme ça qu'on va avoir la meilleure modification du sol. On n'en a pas parlé beaucoup ici, mais on va restructurer le sol également. Les sols argileux vont se refragmenter, vont redonner un sol à facettes, hein, un peu comme dans les bois. Et on a un travail avec les outils beaucoup plus facile, une pénétration de l'eau beaucoup plus aisée, etc. Donc pour moi, il faut pas se dire je vais utiliser le paillage là où ça m'embête, c'est-à-dire sur le rang en général, mais l'idée c'est vraiment de pailler l'ensemble de la surface. Si on n'arrive pas à avoir suffisamment de paille, si la paille coûte très cher et tout ça, on peut effectivement se dire bon, je vais pailler que les zones qui sont vraiment compliquées. Mais dans ce cas-là, moi, je conseillerais de mettre un peu plus de hauteur que si on fait un paillage total, parce qu'avec la pluie, avec les bestiaux qui passent et tout ça, la paille va avoir tendance à s'étaler dans les zones non paillées et donc on va perdre rapidement de la hauteur. Si on s'intéresse justement à cette pratique-là, à qui il faut s'adresser pour trouver de la paille? Alors, tu as quelqu'un qui fait du blé. Donc, directement aux agriculteurs. Voilà. Nous, on a commencé, comme on n'a pas de grosses machines pour soulever les bottes de 300 grammes, on a commencé avec des petites bottes de 15-20 kilos. Donc là, on s'est adressé au centre équestre pour qu'ils nous indiquent des agriculteurs qui faisaient encore des petites bottes. Et sinon, quand on peut avoir accès à une machine pour soulever les pailles, on demande à des agriculteurs locaux qui soit des éleveurs de bovins, par exemple, soit des céréaliers, quoi, pour leur demander la paille. Ça me fait penser également qu'on a testé pas mal de pailleuses. Hein, donc c'est une méthode qui est mécanisable assez facilement en utilisant les pailleuses rotatives qui sont utilisées dans les élevages de canards, par exemple.